Rebonsoir. J'aimerais bien d'ailleurs que les gens de l'équipe du film viennent, précis, s'il te plaît. Rodolphe, Ira, Jean-Michel, Philippe Laurent. Donc voilà, c'est à vous quelque part, si jamais il y a des questions. En fait, je ne sais pas si toi le grand maître d'œuvre. Bah, moi déjà en de jeu, il y a évidemment une question, même si c'est truqué, tronqué, parce que je la connais, puisqu'on a suivi le projet avec passion depuis 4-5 ans. Ce qui était époustouflant, c'est de savoir avec quoi tu as fait ça, le système de production du film, le budget que tu avais, et tout ce que tu as fait toi-même sur le projet. C'est-à-dire que le budget, c'est du système D de A à Z. Beaucoup d'énergie, énormément de bénévoles. Je crois que sur Lyon, on a dû avoir entre 300 et 400 personnes qui ont participé bénévolement au projet. D'ailleurs, qui ne sera jamais mis en vente d'aucune manière. Il va faire les festivals et ensuite on va peut-être sortir un objet, mais qui sera vendu à prix coûtant. Ou alors on va choisir une cause à laquelle on va reverser tous les bénéfices, parce qu'il n'est pas question de faire de l'argent avec ce projet. Et puis après, effectivement, on va dire que 90% de la post-prod, je l'ai fait seul. Et voilà, c'est une équipe extrêmement réduite. Donc d'ailleurs, Philippe Laurent, à qui je tire mon chapeau, parce qu'il a fait toute la production sonore du film. Est-ce qu'il y a un micro qui va se promener comme de tradition dans la salle, en fonction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un peu de temps, même très largement de temps pour ça. Première question. Ah, là-bas. On va faire efficace. Bonsoir, merci pour cette découverte. Vraiment extraordinaire, merci beaucoup. Merci beaucoup. Question simple pour ma part, c'est les lieux de tournage, à part Lyon, que j'ai reconnu par le Boum, mais le reste, est-ce que c'est la maison du chaos ou... Alors c'est tout le démarrage du film, ce sont des endroits dans Lyon, effectivement, où on a tourné complètement en pirate sans autorisation. Et c'était plus rigolo comme ça, et de toute façon c'était un peu l'idée du film, de le faire en pirate. Et puis après, effectivement, c'est tout à l'intérieur de la demeure du chaos, sachant que le lieu s'étend sur 1200 mètres carrés, et entre les jardins, les différentes pièces, les différentes salles, le bunker en métal dans lequel il y a le rituel. Donc il y a beaucoup de lieux de tournage, ce qui a été d'ailleurs le point de départ du film, puisque personne n'avait tourné de fiction dans la demeure du chaos. Donc effectivement, on va dire que 80% du film, c'est la demeure du chaos. Qui d'ailleurs pour moi est vraiment le personnage central du film quelque part. Il n'y aurait pas eu de film sans la demeure du chaos, c'est presque un film d'entreprise quelque part, un peu bizarre. Mais comment justement est parti le concept? Parce que, bon, a priori, donc Thierry Herman, maître de la demeure, sans jeu de mots, te propose ce projet. Non, c'est même pas ça, non, c'est qu'on a commencé à travailler ensemble, et puis sur les différentes idées, les différents projets, on a travaillé sur de l'événementiel, des expositions à la demeure du chaos, enfin plein de choses différentes. À l'époque, à la demeure du chaos, il y avait une biennale off de la biennale d'art contemporain, il se passait plein de choses, et j'ai dit à Thierry, mais pourquoi on ne ferait pas finalement un film de fiction fantastique qui s'inspire d'une des facettes de la demeure, savoir pour moi, enfin après chacun a son point de vue sur la demeure du chaos, qui est un lieu tellement divers et tellement particulier, que chacun a son approche. Pour moi, il y a trois facettes, il y a trois thématiques majeures. La première, c'est la demeure du chaos, miroir du monde actuel dans ses tourments. Ensuite, une vision peut-être plus prospective, que va devenir le monde. Et une troisième vision, clairement ésotérique. Il y a énormément de symboles alchimiques sur la demeure, qui sait les lire. Personnellement, j'étais moins versé dans cette partie-là. Il me semblait intéressant, effectivement, de faire un film, entre guillemets, pop, à partir de la version ésotérique de la demeure, et de développer ça. Donc de travailler à la fois sur l'aspect eschatologique, donc la vision apocalyptique que peut avoir la demeure du monde actuel, et la vision ésotérique, en l'intégrant effectivement dans une narration entre guillemets pop et expérimentale. Et tu as eu les mains totalement libres par rapport à Thierry, justement, sur la faisabilité tant du projet que ce que tu voulais en dégager? Oui, complètement. C'est-à-dire que c'était des discussions avec Thierry sur les différentes scènes, les différentes thématiques. Et puis après, comme le projet s'est fait avec des moyens ridicules par rapport à un film, même un petit film français d'ailleurs, là on est vraiment sur du cinéma indépendant pour de vrai. On peut le revendiquer, c'est pas juste une étiquette pour vendre. D'ailleurs, nous n'avons rien à vendre, encore une fois. Donc voilà, on partait effectivement, il y avait tous des délires qui se mettaient en place, des rencontres, notamment avec Yoko Higashi, qu'on voit pas mal de reprises dans le film, qui est une danseuse de buto japonaise et une musicienne expérimentale qui vit à Lyon. Voilà, et donc c'était une série de rencontres. Rodolphe Bessé, qui est ici aussi, qui a beaucoup contribué au film,
qui nous a ramené cette magnifique créature qui est très cigarette et qui devient une star de la nuit internationale dorénavant. Jean-Michel Ostrowski, qui est comédien de théâtre, hein, et donc on voit différentes reprises, notamment avec le fameux masque dans le souterrain, le bonimenteur anxiogène, hein, selon le programme de l'étrange, hein, c'était pas mal d'ailleurs. Hein. Voilà, donc c'était toute une série de rencontres, d'opportunités qui sont mises en place hein, et qui ont donné le film. Hein. Est-ce que vous allez intervenir vous-même par rapport au projet? Qu'est-ce qui vous a, Rodolphe, ou qu'est-ce qui vous a motivé tout de suite à partir dans l'aventure avec lui? Le côté fantasque et puis le côté artistique surtout, la dimension esthétique. Et puis le fait de passer sur plein de dimensions différentes. Enfin, c'est comme plein de plateaux en fait, différents grilles de lecture, une arborescence. Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, ça va faire combien d'années que tu nous as proposé de bosser sur le tournage? Ça va faire peut-être 6-7 ans. Le premier tournage a eu lieu en février 2010. Hein. C'est la tempête de neige qu'on voit au début du film. Hein. Ça, c'est le tout premier tournage du film. Hein. Et ensuite, nous concernant notre collaboration, je crois que ça remonte à 5 ou 6 ans. Voilà, donc il faut quand même vous dire que c'est un film qui a duré au bas mot une dizaine d'années. Il a été produit par une seule personne. Et comme l'a dit Laurent, avec le concours de plusieurs centaines d'artistes. Et en plus de ça, ils n'ont pas été payés. Il faut vous dire qu'actuellement, on a quand même beaucoup de difficultés à créer des choses sans argent. Donc déjà, je pense qu'on devrait l'applaudir pour ce conseil. Ensuite, deuxième chose, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais sous vos yeux ce soir, vous avez pas moins d'une centaine d'œuvres d'artistes qui sont passées à l'image. Donc, ce qui en fait quand même un travail extrêmement riche. Voilà. Donc, je vous invite à vous renseigner aussi sur la demeure du chaos à Saint-Didier au Mont-d'Or, parce que vous pourrez y trouver des œuvres de Ben comme des œuvres de nombreux artistes, et c'est vraiment un lieu à visiter et à soutenir, à vous de découvrir pourquoi il faut soutenir ce genre de lieu aussi. Donc, on a ça. En plus de ça, on a une histoire qui est complètement fantasmagorique, qui sort de cette tête-là, même s'il n'y a plus de cheveux, manifestement, il y a quand même pas mal de choses. Et en plus de ça, vous avez une œuvre majeure qui est le concours de plusieurs personnes, c'est-à-dire plus de 300 artistes. Alors comment on a fait pour tous s'organiser, je ne sais pas, mais on a réussi à sortir ça. C'est lyonnais, c'est Laurent Courreau, et je tiens à remercier ce monsieur pour tout son boulot. Voilà. On va engager Tracy. Des questions? Waouh! Monsieur? Ouais, je vais essayer de faire l'effort. Vous envisagez des projections avec un live? C'est-à-dire, est-ce que la musique pourrait être jouée live dans un autre cadre qu'une salle de cinéma? Alors, ça a été complètement envisagé. Effectivement, il y a 2 musiciens qui ont travaillé à la création sonore sur le film musical. Hein. Il y a Thierry Arnal, hein, qui a plusieurs formations, dont un mantra qui sort des disques sur le label Home Resistance, hein, qui est lié à Scorn, hein, et Antoine Orech, hein, qui a un projet de dark folk qui s'appelle Tat. Hein. Et effectivement, on a tout à fait envisagé de faire des ciné-concerts. Hein. Donc ça, simplement, là, comme on fait tout avec des moyens extrêmement faibles, hein, c'était le film, les sous-titrages, de mémoire, j'ai dû rendre les sous-titres il y a une petite semaine hein, au laboratoire qui sort les DCP pour l'étrange festival. Hein. Donc voilà, donc ça a été vraiment fait un peu dans l'urgence. Hein. Et dans le futur, oui, complètement. Effectivement, on aimerait beaucoup faire de ciné-concerts. Hein. Ce serait tout à fait justifié, à mon sens. Question? Bonsoir. Donc, j'aurais voulu savoir comment s'articule le film par rapport à la web-série. Est-ce que c'est un projet global ou bien... Alors c'est un projet global, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses en plus. Il y a aussi une cinquantaine de nouvelles hein, qui sont en ligne, hein, qui participent du projet, qui finalement, si on essaie de faire une trame chronologique, hein, qui démarre avant les sources occultes hein, et qui ensuite les alimente en parallèle. Hein. Et donc oui, enfin, il y a plein de choses rapportées, et la web-série en elle-même, finalement, est assez proche en termes de narration. L'idée, plutôt, au départ, c'est d'ailleurs de faire une web-série par rapport au mode de consommation actuel de l'audiovisuel, hein, donc sur les smartphones et ainsi de suite, donc une web-série d'épisodes assez courts, hein, de 6, 7, 8 minutes. Hein. Mais on avait aussi l'envie de montrer ça sur grand écran,
Et là, bah, évidemment, le long métrage était nécessaire. Hein. Et dans le cadre de la web-série, on aimerait faire aussi des installations qui vont certainement avoir lieu d'ailleurs, hein, dans d'autres endroits où il y aura effectivement sur différents écrans une immersion différente. Hein. Voilà, c'est un espèce de corpus délirant global. Hein. Question. Salut Marc-Louis. Question suivante. Non, ils sont catapultés littéralement. Bonne nuit. Il y a quelqu'un là-bas. Là-bas, là. Non, bah attendez. Allez, on fait le chemin. Et bonsoir. Bonsoir. Vu le caractère éminemment libre donc, de cette entreprise et le nombre de personnes qui s'est impliquées, j'ai trouvé finalement que vous étiez malgré tout assez timoré, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a une grandiloquence et une espèce de choc des slogans, mais que l'image ne suivait pas forcément. Et je veux savoir si c'était votre morale personnelle qui a ses limites et que vous vouliez respecter. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire finalement je veux dire, aller plus loin dans le trash. Hein. Non, à mon sens, c'était pas nécessaire. Hein. D'ailleurs, encore une fois, le film colle à La Demeure du Chaos. Et si on va, d'ailleurs c'est une question qui m'est déposée à plusieurs reprises, hein. Sur La Demeure du Chaos, il n'y a rien de pornographique. Hein. Il n'y a pas d'image si trash que ça. Finalement, c'est le cumul hein, des scènes, des ambiances, des œuvres hein, qui génèrent cette atmosphère si particulière. Hein. Mais finalement, non, faire du plus trash pour faire du plus trash, non, c'est même pas une question de morale. Hein. C'est juste parce que mon film précédent, Vampire, à la rigueur, il y a des scènes plus trash qui vont plus en documentaire, hein, avec des gens qui boivent du sang, qui se baignent dans du sang humain. Donc ça me dérange absolument pas. Mais là, ça me semblait pas nécessaire, hein, réellement. J'en voyais pas l'intérêt. Je pense que l'ambiance est déjà posée telle qu'elle. Hein, et aller plus loin, plus fort, hein, finalement, on serait dans la démonstration de trash. Hein. Et sincèrement, personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Je pense pas qu'en plus, j'irais même plus loin, c'est-à-dire que je crois que c'est tellement évident maintenant de faire du trash hein, que l'époque a besoin d'autre chose, hein, qui a besoin d'une autre lecture un peu différente hein, et peut-être effectivement un peu intermédiaire, hein, sans aller dans le gore. Hein. Pas forcément du gore, ça peut être juste de la transgression, tout simplement. Mais encore une fois, la transgression, aujourd'hui, on ouvre, je sais pas, on ouvre Pornhub, hein. N'importe quel réseau social porno, on a tout ce qu'on veut. Donc finalement, faire de la transgression pour faire de la transgression, à part sodomiser les bébés, bon bah Serbian Film l'a très bien fait et il a été présenté ici. Voilà, j'allais pas re-sodomiser les bébés, quoi. Les Serbes l'ont très bien fait. Donc je sais pas, non, la transgression, vraiment, c'est quelque chose qui a été tellement utilisé, abusé. Là, dans le cadre de ce projet, je vois pas vraiment la pertinence. Hein. Sur un autre projet, pourquoi pas, encore une fois. Mais là, non. Question. Pure curiosité, mais toute la déclamation est dans cette langue étrange, je dirais. Je me demande d'où ça vient, si c'est quelque chose qui existe ou si c'est créé. Alors oui, d'ailleurs, je peux faire la présence. Donc c'est Ira Benfato ici présente. Qui est donc de mère finlandaise. Hein, et le finnois, donc la langue finlandaise, hein, est une langue tellement particulière. Hein, et elle me semblait résonner de manière assez idéale. Hein, sachant qu'en plus, elle est parlée uniquement par 5 millions de personnes dans le monde. Hein, donc c'est une langue assez presque orpheline. Hein. Et donc je trouvais ça très très intéressant et d'un point de vue esthétique, hein, sonore, hein, ça me semblait complètement collé avec cette espèce d'ambiance médiévale, ces vieilles pierres, hein, ces symboles alchimiques. Hein. Et partir sur quelque chose que personne ne comprend, ça me semblait vraiment intéressant. Donc oui, moi je suis arrivée dans le projet sur la fin, et en fait Laurent a eu envie d'une narration supplémentaire. En plus de celle des images, des inscriptions en chinois. Et il s'avère donc voilà, que je parle cette langue orpheline, parlée par seulement 5 millions de personnes, et qui sonne bizarrement comme la langue du diable, comme... Oui, ça fait vraiment langue de sorcière, comme il y a quelque chose comme ça de vraiment tellurique, hein, et qui correspond encore une fois à l'énergie de la demeure du chaos, qui est un lieu assez tellurique, hein, avec des sources, des souterrains, et toute une espèce de dramaturgie souterraine. Donc voilà, c'est du finlandais, mais qu'elle ne compris que par très peu de personnes, on l'a quand même sous-titré, parce qu'on est sympa, voilà. Vous pourriez nous redire quelque chose en
chinois maintenant, là, pour le plaisir. Seoli seon yatule ai na oleman. Sesama taistelu valosta. Elle le fait bien, hein. Bonsoir, merci pour le film et merci pour votre présentation. Je voulais savoir si vous pouvez nous en dire plus sur les souterrains de la demeure du chaos, si vous les avez visités, si vous avez cherché des salles particulières. Alors, il faut savoir déjà que la ville romaine de Lyon, Lugdunum, était alimentée en eau de la région des Monts d'Or, qui se situe à peu près à une quinzaine de kilomètres de Lyon. Et la demeure du chaos à Saint-Romain-Mont-d'Or est au milieu d'un cercle de petites montagnes. Donc, elle se trouve en bas, au centre du cercle. Et donc, les sources, l'eau converge. Donc, il y a beaucoup de souterrains comme ça. Et effectivement, il y a des souterrains qui amenaient des aqueducs et des passages d'eau, des points d'eau qui amenaient vers Lyon, vers Lugdunum. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a un autre fait historique. À l'époque de l'édit de Nantes, les protestants devaient se situer à une certaine distance des centres-villes. Et donc, il y a eu un temple protestant. À l'époque, c'était le temple protestant de Saint-Romain de Couzon, qui se situe dans la demeure du chaos. Et là, en l'occurrence, Thierry Hermann, en enlevant, voulant excaver, a trouvé, sans le vouloir bien sûr, les restes de ce temple protestant. Et il y a comme des restes d'une nécropole. Alors la DRAC n'a pas pris encore la peine de faire de recherches, parce qu'ils n'ont pas le budget pour. Donc ils se limitent pour l'instant à des recherches de type préhistorique. Et les peintres qui peignent sur les murs de la demeure, de manière constante, il y a toujours au moins 2 peintres par semaine qui travaillent sur les murs de la demeure, ont vu, comme le sol est assez spongieux, ressortir des os humains de la terre, et donc de ces restes humains, effectivement, on peut supposer qu'il y a eu un massacre à cette époque-là. Donc j'en ai visité une partie, mais après le réseau est assez vaste, et le réseau surtout est en très très mauvais état, donc même les cataphiles à Lyon sont assez prudents, ils font vachement gaffe, parce que les 2 collines sur Lyon même, de Fourvière et de la Croix-Rousse, sont bourrées de souterrains de différentes époques, et c'est assez difficile. D'ailleurs, il y a une énigme, l'énigme des arêtes de poissons, qui a donné lieu à un livre qui est de Walid Nazim, qui était le premier à travailler sérieusement sur les arêtes de poissons. Et donc là, en l'occurrence, sont des souterrains qui ont une forme assez particulière, donc il y a une espèce de colonne centrale, avec des perpendiculaires, qui ne correspondent a priori à rien de très connu, et on s'interroge encore sur la destination et l'origine de ces souterrains. Donc moi j'en ai vu une toute petite partie, mais il y a beaucoup de choses dans la région entre les Monts d'Or et Lyon. Question suivante. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Alors moi j'ai pas vraiment le jargon ni rien, mais c'est juste pour votre film en lui-même, on n'a pas beaucoup d'espoir selon vous. En même temps, à la fin, si, d'une certaine manière, mais encore une fois, c'est pas tellement un film sur la réalité des choses et la réalité de l'époque, c'est plus un film sur la manière dont l'époque est perçue par nos sociétés et par nous autres humains. Je pense que justement, les ressources sont à trouver en nous-mêmes. Les médias de masse aujourd'hui nous assènent de manière constante des horreurs, mais finalement on parle très peu de solutions. Et je pense que l'une des manières de travailler là-dessus, c'est d'amener un choc. Et d'ailleurs, mon film suivant qui est consacré à Fox, viens ici, tiens. Parfait. Voilà, je vous présente Lionel Fox le renard. Grand personnage de la scène underground française et de la contre-culture, qui a travaillé pendant 45 ans avec Jean-François Bizot et Actuel et Radio Nova. Et donc mon prochain film s'appelle Jusqu'ici tout va bien. Avec un peu de chance, on va peut-être le présenter si les dieux de l'étrange festival se penchent sur son berceau l'année prochaine. Et là, en l'occurrence, ce film-là va bien plus parler justement des solutions. C'est presque, je m'en suis rendu compte en y réfléchissant hier, c'est presque une trilogie. Mon premier documentaire Vampire parlait d'un monde, du début de la décomposition d'un monde, post-11 septembre aux États-Unis, sous forme documentaire. Celui-ci, finalement, c'est un peu l'apogée de l'hystérie apocalyptique. Et le suivant avec Fox, c'est de quelle manière, donc c'est un documentaire cette fois-ci à nouveau,
ce personnage de troubadour cosmique, dans sa manière d'être et de vivre, amène, à mon sens, réellement, sérieusement, des pistes de solutions. À suivre. Mais effectivement, là, dans le film, il n'y a pas tant de solutions que ça. Mais c'est pas l'idée, c'est plus une espèce de décharge par rapport à cette époque. C'est presque un film d'humeur, quelque part. Jusqu'ici, tout va bien. Pas si mal, hein. Nous sommes tous là et encore vivants. Rebonsoir Laurent, je voulais te remercier pour ton travail. Merci. Et moi, je n'avais pas de questions à te poser par rapport au contenu et j'ai écouté les échanges. Par contre, par rapport à ton métier de son, je me posais la question si cette écriture que tu avais choisie, le fait que c'était toujours rempli, toujours plein et toujours immersif, et puis ça passait pas, je trouvais que ça changeait pas de phase, ça créait comme un seul morceau ta pièce. Ça donnait quelque chose qui permettait pas de passer d'un univers à l'autre. Je trouvais que tu avais toujours quelque chose qui imposait un peu un seul même univers. Donc est-ce que cette écriture chargée comme ça de son, j'ai vu que c'était aussi ton travail avec d'autres gens pour le son. Donc comment tu avais vu ce travail qui, ok, on l'entendait comme l'étrangeté, les sons qui amènent de l'inquiétude, tout ça. En même temps, même tu avais des moments où l'image ne proposait pas ça, à d'autres moments, et du coup ça égalisait un petit peu tout l'ensemble de ces 70 minutes. Et je trouvais que ça permettait pas de faire des allers-venir là-dessus. Voilà. Après... En même temps, si tu veux, je pense que ça correspond vraiment, encore une fois, c'est un film qui est avant tout un film sur la demeure du chaos. Et quand tu visites la demeure du chaos, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de respiration. Si tu veux, c'est une espèce d'immersion chargée, globale et continue et constante. Hein. Et donc vraiment, dans mon cahier des charges, hein, c'est un bien grand mot, hein, la manière dont j'envisageais la chose, hein, c'était de restituer finalement aussi le sentiment qu'on peut avoir hein, dans une visite, dans une immersion à la demeure du chaos. Donc c'est pas quelque chose évident qui se prête beaucoup à la respiration. Tu veux dire quelque chose, Jean-Michel ? Oui, je disais que c'est un peu exacerbé tout le temps. Oui. Donc on est effectivement une espèce de décharge continue et qui est presque, oui, qui peut être vécu comme une épreuve. Hein. Ouais. En tout cas, c'était volontaire. Hein. Ouais, j'ai pas pu m'empêcher de chercher des références. Et à un moment, je me suis rappelé du film de Richard Kahn et Lydia Lunch, tu sais, les road movies. Complètement, oui. Et je sais pas, est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que tu y as pensé? Alors sincèrement, pas du complètement... tout. Ah, non, en l'occurrence, je connais bien le travail de Richard Kahn. Hein. Enfin, je l'ai même interviewé pour La Spirale d'ailleurs. Hein. Non, je t'avoue que non. Alors Richard Kahn, c'est marrant, j'ai pas du tout pensé. Non, les quelques références que je peux avoir en tête, c'est plus du côté de Kenneth Anger, de la manière dont il va utiliser des références pop hein, dans un univers ésotérique. Hein. Mais c'est marrant. Richard Kahn, je le reverrai avec curiosité pour voir effectivement de quelle manière toi tu fais le lien. Merci Laurent. Alors moi aussi j'ai essayé de trouver des symboles un petit peu partout. À un moment on voit ces trois Slenderman qui poursuivent les enfants. Est-ce que c'est une métaphore d'Internet? Vas-y. Non, alors... Bon courage. Ah non, c'est pas une métaphore d'Internet. Pour moi, c'est plus une métaphore de la bestialité des systèmes financiers en réalité. Ce sont les seuls personnages hein, qui sont habillés de manière un peu propre, hein, finalement, qui sont en costume. Hein. Et je trouve que la neutralité de leur visage, hein, leur physionomie et finalement leur accoutrement restituent effectivement cette bestialité de cette espèce de pieuvre dévorante hein, qui est en train qui a déjà envahi la planète d'ailleurs hein, et dont nous payons tous finalement le prix. C'est ça, si tu veux.
Ok. Mais les Slenderman, ça reste quand même dans la culture pop. Oui. Oui, non, encore une fois, c'est un emprunt à la culture pop, hein, et qui, effectivement, si on cherche un espèce de sous-texte vaguement politique, hein, va rapporter à ça, en tout cas pour moi. Mais d'ailleurs, c'était pas, encore une fois, c'était en y pensant a posteriori que j'ai eu cette lecture, hein, parce que sur le moment, c'était beaucoup plus instinctif, hein, et c'était plutôt une espèce de décharge d'énergie, et allons-y. Il faisait très peur, en tout cas. Allez, encore une ou deux questions. Et après, on va voir des coups. D'abord, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ton film. Merci beaucoup. Justement, le côté immersif, je trouve très réussi. J'aime bien, enfin, je pense pas qu'il y ait que du premier degré, il y a du deuxième, du troisième, du quatrième. Enfin, moi, j'ai juste envie de le revoir. Merci. Et la deuxième chose, c'est qu'on parle, moi, ça m'a fait, enfin, il y a dans les références, ça m'a fait penser aussi à Derek Jarman et à Last of England. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. D'ailleurs, enfin, encore une fois, sincèrement, je n'ai pas pensé sur le moment. Non, mais je vois bien ce que voilà, tu veux dire. Et je trouve ça très fort et très réussi. Merci. Merci beaucoup. Dernière question. Il ne faut pas les critiquer avec boire un coup avec toi, c'est fou. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.